Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre podcast Usha Veda. Alors vous le savez, ou peut-être pas, mais notre école Usha Veda est active dans le domaine des thérapies naturelles depuis bien 25 ans maintenant. Et c'est vrai qu'au fil des années, dans les formations, que ce soit en aromathérapie, en ayurveda, en nutrition, en phytothérapie, on a des questions qui reviennent régulièrement autour de la santé féminine par rapport au fonctionnement du cycle, par rapport au syndrome prémenstruel, aux émotions. Donc il y a vraiment cette volonté de comprendre le corps féminin et puis ces inconforts qui peuvent apparaître selon les différentes étapes que l'on vit en tant que femme. Et puis ces questions, on avait envie de les explorer sous un angle nouveau. Une discipline toute nouvelle chez Usha Veda, il s'agit de la médecine traditionnelle chinoise. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai avec moi une invitée, c'est Rachel Sanchez. Elle est naturopathe en médecine traditionnelle chinoise, spécialisée en gynécologie et dans l'accompagnement justement de la santé féminine. Alors je sais déjà, vous allez me dire, oui mais Martine, t'introduis pour la première fois une nouvelle discipline chez Usha Veda, c'est quand même assez court de le faire seulement dans un podcast. Pas de panique. J'ai le plaisir aussi de vous dire que Rachel, elle a créé pour notre école Usha Veda une formation en e-learning qui est justement intitulée La santé de la femme selon la médecine traditionnelle chinoise. C'est comprendre son cycle, ses symptômes et son équilibre autrement. Alors, on va y revenir plus loin dans cet épisode, mais ce que je peux déjà vous dire, c'est que franchement, en tant que femme, s'offrir cet e-learning, c'est s'offrir un très beau cadeau. Pourquoi? Parce que c'est se faire un cadeau pour ne plus subir son cycle. On va en reparler avec Rachel. Ne plus subir cette fatigue qu'on peut avoir, ces sauts d'humeur allez, on reconnaît qu'on a. Et c'est vraiment apprendre à écouter et à observer son corps pour lui amener des solutions et un confort très simple et bienveillant. Donc, on vient y revenir plus loin dans le podcast. Ce que vous pouvez déjà trouver, c'est le lien de présentation de cet e-learning avec un code promo dans la bio qui accompagne ce podcast. Mais revenons à vous. On va commencer par parler de vous, par parler de vos questions et de votre vécu. Puisqu'en fait, pour préparer ce podcast, cet entretien avec Rachel, on a invité notre communauté à nous adresser ces questions. Et vous avez été nombreuses. Donc déjà, merci beaucoup pour les questions qui ont été adressées. Alors avec mon équipe, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a plusieurs questions qui se rejoignent. Donc on les a regroupées et on va discuter avec Rachel en fonction de certains thèmes qui vous sont importants. Donc Rachel, déjà, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Et puis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'ai présenté en quelques mots, mais moi j'aimerais que tu te présentes en quelques mots, que tu nous expliques un petit peu ta rencontre avec la médecine traditionnelle chinoise et ce qui t'a amené justement à accompagner les femmes avec cette approche. En fait, déjà pour commencer, qui je suis? Donc, je suis praticienne de médecine chinoise spécialisée en gynécologie. Mon cabinet est à Neuchâtel, en Suisse. Et puis, ma particularité, je dirais, c'est que je collabore avec des gynécologues. Donc ça, c'est assez particulier. Et je suis aussi la première monitrice de Suisse en contraception naturelle, ce qui m'amène aussi une position par rapport aux gynécologues, par rapport à certaines approches. Donc, la médecine chinoise, en fait, la formation, elle consiste en fait à être une formation générale. Donc, on est des thérapeutes, médecins généraux. Et ensuite, en médecine chinoise, il n'y a que deux spécialités. Il y a la pédiatrie et la gynécologie. C'est tout. C'est tout. Parce que, en fait, la pédiatrie, c'est un état particulier. Ce sont des enfants, ils réagissent très très vite. Donc souvent, ça m'est déjà arrivé de traiter des enfants et en moins de 20 minutes, pour une rhinite chronique par exemple, la rhinite s'arrête complètement alors que ça faisait plusieurs mois que ça était nuit et jour. Et juste avec un petit peu d'acupuncture ou de massage, etc., en 20 minutes, ça s'arrête. Donc c'est assez impressionnant. C'est vrai que la pédiatrie,
en Europe est pas pratiquée parce que, ben, évidemment, on est sur un terrain qui est très sensible et avec Mhm. peu de connaissances. Et puis l'autre, c'est la gynécologie. La gynécologie, en fait, de nouveau, parce que c'est un état particulier, la femme a un état particulier, notamment dans la grossesse, la ménopause, c'est des transformations qui sont particulières, c'est une physiologie particulière. Et donc, c'est pour ça qu'une fois qu'on a fait nos études, on se spécialise, donc ça veut dire des études supplémentaires pour la Mhm. gynécologie. Et là, c'est cette spécialité ou cette spécialisation que tu as choisie, toi. Exactement. Ok. Donc, déjà, c'est euh, au total, on a 6 ans d'études. Donc, pour devenir, on peut être praticien de médecine chinoise, ensuite acupuncteur, c'est une année supplémentaire. Il y a le niveau des gradations. Et ensuite, quand on fait beaucoup de gynécologie, Mhm. c'est ce qui m'est arrivé en fait, Ouais. c'est que pendant mes cours, quand on attaquait les thématiques de la gynécologie générale, ben, du coup, ça m'intéressait. Et pour ça, il y a beaucoup de phytothérapie. Et Ouais. donc, du coup, ben, il faut avoir la phytothérapie qui sont 3 ans d'études supplémentaires parce qu'il y a 5000 produits différents. Donc, du coup, ben, je me suis fait la totale. Ce qui fait que, et encore, avec ça, T'arrêtes jamais. tu n'arrêtes jamais, mais c'est qu'au bout des 6 ans, ben, tu as le titre de praticien de médecine chinoise. Mais en plus, ben, il y a encore la spécialisation par-dessus. Mhm. Ouais. Et maintenant, tu es installée à Neuchâtel dans ton cabinet et tu accompagnes justement les femmes dans ces différentes étapes de leur vie de femme, en fait. Ce qui est, Exactement. comme tu le dis, en fait, une particularité. Voilà, parce qu'il y a différentes étapes. Le désir de grossesse, c'est pas la même chose que la ménopause, qui n'est Non. pas la même chose que des traitements de troubles. Et par rapport à ces questions, j'ai trouvé Oui. très pertinent parce que bon, c'est vraiment ce que je reçois en cabinet. Ah, magnifique. Alors moi, avant qu'on rentre vraiment dans les questions qui sont liées à des symptômes assez détaillés, je voulais commencer par une question un peu plus générale sur justement comment la médecine traditionnelle chinoise, elle regarde la santé féminine. Et puis, parce que on a toujours cette distinction, tu sais, allopathie ou médecine occidentale, médecine traditionnelle. Comment en fait elles se complémentent, elles peuvent se complémenter, j'imagine, et qu'est-ce qu'elle apporte aussi par rapport à cette santé féminine? Oui, alors en fait, moi, c'est souvent ce que j'explique, c'est que, comme tu dis très justement, elles sont complémentaires, avec Mhm. deux visions complètement différentes, hein. C'est-à-dire que la médecine occidentale, est tournée vers la pathologie. Donc, c'est vraiment pour ça qu'ils sont très très forts, pour tout ce qui est aigu, etc. Par contre, la médecine alternative ou médecine chinoise, Ou l'Ayurveda, intégrative, ouais. intégrative, mais c'est surtout ce qu'on appelle les médecines fonctionnelles, comme la naturopathie aussi. En fait, on est tourné sur la physiologie. Donc, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a plus de réponses sur tout ce qui est chronique, parce qu'on est sur du physiologique, Mhm. et donc, en fait, on a une autre compréhension. Donc, c'est pour ça que c'est très complémentaire. Et puis, plus spécifiquement à la médecine chinoise, où j'inclus aussi l'Ayurveda, parce que c'est vraiment, on est très très proches, hein, je dirais ça comme on est un peu des sœurs jumelles, hein, c'est un petit peu, ça c'est impressionnant. Ben, en fait, on va s'intéresser à la notion du terrain. Donc ça, je l'explique dans l'e-learning. Ok. À l'énergie, la digestion, le sommeil, les émotions, la qualité des règles, l'histoire de vie, la situation des personnes. Donc on est vraiment très très globaux, très très généraux, parce que en fait on ne traite pas un symptôme, on corrige un terrain. Et souvent, comme j'aime à le dire, on regarde la femme comme un tout et pas comme un utérus sur pattes. Donc c'est vraiment cette différence-là. Je peux dire un utérus sur pattes, mais si on était cardiologue, ce serait un cœur Cœur sur sur pattes, patte. un intestin sur pattes, des poumons Oui. sur pattes. C'est pas ça. Donc la médecine euh, naturelle ou fonctionnelle regarde un tout et regarde un terrain et comment ça se développe en fait. D'accord. Ok. Merci. Là, si on en vient justement à les thématiques qui nous ont été posées à travers les questions,
On en a une première qui est en lien avec l'alimentation. Tout ce qui est par rapport au cycle, donc le cycle de la femme, 28 jours, on peut le dire comme ça. Tu me corrigeras. Oui, je vais te corriger. D'accord. Mais grosso modo, ben, est-ce qu'on doit adapter cette alimentation en fonction des phases du cycle? Parce que là, par exemple, on a Sandrine qui nous demande comment on peut l'adapter, justement, en fonction. On a aussi Christelle qui nous parle de ballonnement, de ventre gonflé, d'un transit qui est plus lent dans les premiers signes de transition hormonale. Alors justement, comment, pour la médecine traditionnelle chinoise, elle explique ces liens? Ou est-ce qu'il y a des liens à faire? Ou est-ce que pas, justement? Alors, déjà, la première correction, Exactement, et bon, dis-moi. et ça, c'est pas forcément de la médecine chinoise, ça, c'est mon aspect formatrice en contraception naturelle, donc sur D'accord. un cycle physiologique pur. Oui, Un cycle naturel, il dure entre 26 et 32 jours. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une variation qui est normale. Donc, c'est-à-dire d'avoir un cycle une fois de 26 jours, une fois de 32, une fois de 28, une fois de 30, c'est normal, parce qu'on n'est pas des machines. d'accord. Donc On n'est pas déjà, programmé chaque 28 jours pour... non. Ok. Le 28, il vient, en fait, déjà 26 et 32, c'est une moyenne, donc la moyenne tombe sur 28. Oui, Après, c'est-à-dire que les gynécologues parle en fait de cycle théorique. Donc, c'est-à-dire que c'est un cycle théorique de 28 jours. ok. Et après, on cale effectivement le calendrier, mais qui est basé sur la théorie. D'accord. Donc, déjà, il y a On la... reste plus large et plus souple sur Voilà. Voilà, Parce que sur un c'est de la cycle. physiologie, en fait. Ouais. C'est pas, comme je dis, on n'est pas des machines. Donc, par rapport à la première question de Sandrine, hein, je crois qui était est-ce qu'on adapte son Oui, alimentation au cycle? comment on peut l'adapter? D'abord, bah alors voilà, peut-être toi tu dis est-ce qu'on? Ça veut Voilà. dire est-ce qu'on doit adapter finalement son alimentation? Est-ce que comment on peut qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, alors moi, je préfère en fait apprendre aux femmes à comprendre leur cycle plutôt qu'organiser leur vie autour de leur cycle. Ok, C'est-à-dire que on peut, la seule fois où je vais peut-être conseiller à une femme une alimentation en particulier en lien avec son cycle, c'est les sportifs d'élite. C'est-à-dire qu'il y a des phases de récupération, des phases où justement il y a plus de risques de blessures, etc., où il y a un besoin nutritionnel qui est différent en fonction du cycle. d'accord. Donc là, c'est clair que sur des sportifs d'élite qui ne sont pas sous hormones, ben, effectivement, elles doivent tout adapter. D'ailleurs, il y a des études là-dessus qui sont en cours actuellement en Allemagne sur à quel moment elles se blessent plus facilement, à quelle vitesse elles se récupèrent plus facilement, à quelle vitesse les performances. En fonction du cycle? En Exactement. fonction de leur cycle, Parce ok. que typiquement, on le sait, ça c'est démontré, que les performances vont être moins bonnes au moment des règles, par exemple. Ce qui est assez logique, puisque en fait, du point de vue de médecine chinoise, on perd de l'énergie et du sang à ce moment-là. Mhm. Donc c'est sûr que c'est pas là où on est en pleine forme. Donc en fait, c'est là, enfin, on va dire, dans l'idéal, maintenant une sportive d'élite peut-être pas, mais dans l'idéal, il faudrait éviter une compétition ou un 400 mètres haies ou j'en sais rien, enfin voilà, des efforts très intenses c'est ce jour-là, ou le premier jour et puis les deux, troisièmes jours, en fait, le moment où c'est Alors, très intense. C'est ça un peu l'idée. oui, c'est ça, mais c'est Sauf que, surtout en fait d'accepter que la performance va être moins bonne qu'à l'entraînement, par exemple. ouais, Donc puis c'est alors sûr. là, du coup, si c'est ton job, t'es sportif d'élite, etc., là, alors justement, toi, tu vas introduire une alimentation un peu plus spécifique pour pouvoir soutenir cette période du cycle, c'est ça? Exactement. Ok. Donc, du coup, moi, je suis déjà intervenue dans un club de tennis pour expliquer que les entraînements, en fait, doivent être aussi adaptés par rapport au cycle, etc., etc. Donc, ça demande un travail assez conséquent Mhm. sur des sportifs qui ne veulent pas d'hormones. Donc, c'est sûr que la plupart des sportifs prennent la pilule, tout simplement, parce que comme ça stabilise les hormones, c'est plus simple. Ouais. Mais il y en a certaines, et j'en suis une qui est dans l'équipe nationale suisse et qui, en fait, on travaille uniquement avec l'alimentation et la phytothérapie chinoise pour lui réguler. Et elle accepte effectivement qu'il y ait des troubles quand elle augmente son entraînement en vue d'une compétition, Ouais. qu'il y ait des troubles comme un espacement de son cycle ou des choses comme ça,
parce qu'elle sait, mais là, elle a une explication, elle sait, c'est parce qu'elle a augmenté ses entraînements. Ouais, Donc d'accord. après, nous, on va corriger derrière, on va compenser, etc. Donc il y a tout un travail de suivi par rapport à ce qu'elle elle souhaite. Là, maintenant, là, si on revient un petit peu à la question de Sandrine, je ne sais pas si c'est une sportive d'élite, mais de manière générale, on va dire pour toute femme qui a une vie relativement, alors j'aime pas utiliser le terme normal parce que c'est pas ça, mais on va dire, bah voilà, qui a un job, qui a une famille, Mm. qui fait peut-être un petit peu de sport à côté ou qui a des loisirs. Est-ce que là, on doit toutes, nous, prêter attention à qu'est-ce qu'on mange en Non, fonction? C'est pas l'idée, hein. non, c'est pas l'idée parce que, comme je disais, en fait, le but, c'est pas de devenir prisonnière de son cycle. C'est vraiment, parce que c'est pas non plus l'idée de manger tous les jours différemment, parce que, ah, attends, là, je suis dans l'ovulation, donc il faut que je mette trois pois chiches en plus. C'est pas cette idée-là, mais par contre, c'est de comprendre qu'on peut soutenir le sang après les règles si on a des règles hémorragiques. Mhm. Donc ça veut dire augmenter par exemple les abats ou les choses qui manger de la viande saignante où il y a un peu plus de sang. On va garder une énergie stable ou avant l'ovulation ou des choses comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment, on est plus général, on n'est pas dans le micro-détail, on est vraiment de préserver le système digestif au maximum pour qu'il fasse son travail. D'accord. La vision est toujours, en fait, il faut que tous les organes soient contents et heureux et qu'ils fassent leur travail de manière optimale. Ok. Et là, du coup, si on prend la deuxième question, qui est la question de Christelle, qui nous parle de ballonnement, de ventre gonflé, d'un transit plus lent, quand elle a ses premiers signes de transition hormonale, là, justement, il y a un inconfort. Donc là, tu vas prêter, j'imagine, tu vas prêter attention à l'alimentation, tu vas lui conseiller quelque chose de différent. Oui, alors ça c'est clair avec l'âge, le système digestif en fait il devient moins performant. Ça, Euh, chez tout le monde. Ça c'est chez tout le monde. C'est une généralité homme-femme, Oui, tout à tout le fait. Je monde. veux dire, regarde tout simplement, hein, les personnes âgées par exemple, Mhm. intuitivement ne vont plus manger le soir ou très Ouais, très léger ouais, parce qu'ils ne digèrent plus. ouais. Donc en fait, c'est que c'est d'adapter en fait ça. Et c'est vrai que les femmes qui viennent me consulter pour cette phase-là, on va retravailler l'alimentation, je vais réexpliquer des choses. Parce que, effectivement, on a une diminution de l'énergie, donc le qi, on a une diminution du yang, donc de l'énergie vitale. Donc, ce qui fait que tout le système digestif, enfin tous les organes fonctionnent à moins bon rendement. Mhm. Et donc, c'est ce qui affaiblit. Donc, c'est sûr que, par exemple, en termes alimentaires, euh, en médecine générale, en médecine chinoise en général, on va supprimer le gluten. Ça va être le premier effet, ou en tout cas supprimer, ou en tout cas diminuer de 80% la consommation de gluten, et également des produits laitiers. Alors, consommation de gluten, si j'ose me permettre une question, c'est vrai qu'on en parle toujours plus de Mhm. manière très générale. On voit ça partout, que ce soit dans les supermarchés où tu as des aliments sans gluten, la même chose dans les restaurants, etc. C'est pas un effet de mode, Non. mais c'est quelque chose qui s'est beaucoup augmenté ces dernières années. Enfin, j'ai l'impression dans notre façon de fonctionner ici en Occident. Mais c'est quelque chose qui, en médecine traditionnelle chinoise, date. Vous avez toujours prêté attention à ça, toujours diminué cette consommation, tu vois, la même chose pour les produits laitiers. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau Alors, en le médecine gluten, ça traditionnelle. c'est très moderne. D'accord, D'accord. Donc, en fait, la médecine chinoise, c'est toujours de faire fonctionner le système digestif de manière optimale. Donc, c'est dans d'accord. l'alimentation, de comment est-ce qu'on s'alimente et par rapport à son propre métabolisme. On revient dans cet aspect de fonctionnalité, en fait. C'est ça. Exactement. Et en fait, c'est comme l'Ayurveda, en fait, elle va adapter l'alimentation à qui on est, à notre système. Ça, c'est la même chose que dans l'Ayurveda. Je crois d'ailleurs vous avez fait un e-learning. Exactement, on a aussi tout récemment sorti un e-learning justement sur la nutrition ayurvédique spécifiquement. Donc oui, Voilà. effectivement, tu adaptes en fonction. Là, on parle de terrain en médecine traditionnelle chinoise. Là, on va parler en fonction de constitution ou de dosha en ayurveda. Mais ça, comme tu le disais tout à l'heure,
On est des sœurs. C'est la même C'est des théorie, sœurs, exactement. mais exprimée autrement. Et puis, en fait, on a l'idée, c'est simplement le gluten, c'est une molécule. Alors, quand tu disais effet de mode, ça n'est pas un effet de mode. D'accord. C'est-à-dire que le gluten, en fait, c'est une molécule qui permet l'élasticité. D'accord? Quand un boulanger faisait son pain, Mhm. il y a l'aspect quand tu travailles la pâte un peu Exactement, elle élastique. devient Voilà. élastique. Tout à fait. La Ouais. différence, en fait, c'est qu'avant, c'était le boulanger qui s'adaptait. Donc, il mettait plus de farine ou il mettait un peu plus d'eau selon la provenance de la farine. Aujourd'hui, dans le milieu agroalimentaire, en fait, il faut que la pâte s'adapte à la machine. Donc, ce qui fait qu'ils ont modifié les farines. Ils ont mis plus de gluten pour avoir le côté élastique, le côté gonflement, etc. Donc, la problématique, c'est que cette molécule se retrouve dans l'intestin et Mhm. produit le même effet, c'est-à-dire qu'elle colle aux parois de l'intestin. Et donc, petit à petit, c'est pour ça qu'en fait, et cette molécule n'est plus que dans le pain, mais elle est dans plein de produits différents, comme la sauce soja, comme des endroits où en fait, il n'y aurait pas besoin de gluten, sauf parce qu'on veut cet aspect un peu plus brillant, un peu plus élastique. La sauce soja, c'est juste que pour pas qu'elle ressemble à une sauce et pas à de l'eau, bah, du coup, on lui rajoute du gluten. Pour justement la densifier un petit peu, c'est ça? Exactement. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on la retrouve partout, d'où l'explosion. Et si on regarde les paquets, on va voir chaque fois gluten, Ouais. etc., dans des trucs qui n'ont pas de sens. Ouais. Donc où il n'y aurait pas besoin de farine quelque part. Et c'est ce côté-là où finalement on retrouve partout ce gluten qui fait qu'en fait on en a peut-être trop dans l'organisme. Voilà. C'est ça. D'où cet aspect où tu disais aussi c'est quelque chose de plus moderne, mais c'est notre façon de vivre ou notre façon de manger Oui. qui fait qu'en fait c'est quelque chose qui est apparu. Oui, et puis en fait, mais la logique est toujours la même, c'est-à-dire que les produits laitiers, c'est pareil. Les produits laitiers, c'est quelque chose qui est gras et difficile à digérer. Mhm. Donc nous, on est en Suisse ou en France, c'est pareil, on a une culture du lait. Complètement. Du fromage, des yaourts. Voilà, fondue, raclette, Ah tout y ouais. passe. En plus, si t'es valaisan, allez, double dose. Et Double dose. Fribourgeois, tu n'oublies pas la double crème. voilà, exactement. Donc il faut quelque part vendre ce lait, quoi. Donc il faut vendre ces produits laitiers. Mhm. Donc c'est sûr qu'on a un aspect marketing, parce que si tu vas en Asie, où ils ne consomment pas du tout de produits laitiers, ils n'ont pas cette problématique-là. Ouais. Et la petite histoire, c'est qu'en Asie, par exemple, il n'y a pas d'ostéoporose, alors qu'ils ne consomment pas de produits laitiers. Alors qu'ici, on te dit de justement, pour Voilà. prévenir l'ostéoporose, il faut consommer. Bah, si tu veux une petite astuce, en fait, consomme des algues, hein. Les algues contiennent 20 fois plus de calcium que les produits laitiers. Ah oui. Donc, Tu vois, ça, c'est... donc Ouais. voilà, donc alors c'est sûr qu'en Asie, les Japonais notamment consomment beaucoup plus d'algues. Mhm. Donc c'est pour ça qu'ils ont un apport en calcium qui est d'un autre biais. Et par contre, ils n'ont pas le gras, parce que des algues, c'est pas gras. Mhm. Donc c'est cet aspect-là, en fait, et nous, c'est toujours la même logique, c'est-à-dire c'est de protéger le système digestif, hein, pour qu'il puisse être efficace et efficient, c'est-à-dire produire l'énergie et le sang pour le soi, mais aussi pour les autres organes. D'accord. Ok. Bon, là, on a passé un petit moment justement sur l'alimentation. Maintenant, on a une autre thématique qui a été abordée, c'est tout ce qui concerne le syndrome prémenstruel. Et là, on a Anna qui nous écrit que bon, ces examens gynécologiques sont complètement normaux, mais qu'avant ces règles, elle a vraiment l'impression de ne plus être elle-même. Elle est impatiente, elle est irritable, elle est tendue avec son entourage. Elle voulait savoir si c'est quelque chose que tu entends souvent auprès des femmes qui viennent te consulter en cabinet et comment la médecine traditionnelle chinoise, elle comprend ces changements émotionnels juste avant les règles. Alors, bah ça, et comme tu disais, ça c'est vraiment un grand classique, un très très grand classique. J'ai des femmes effectivement qui, pour la petite histoire justement, j'avais une patiente qui m'a dit c'est mon mari qui m'envoie. Tellement elle était insupportable, hein. Donc c'est sûr que de nouveau on est dans une vision où c'est un problème, c'est-à-dire que quand on a envie d'arracher la tête à son conjoint juste parce qu'il respire, il y a un problème. Quand on a envie de pleurer juste parce qu'il y a un chaton mignon, il y a un problème, parce que ce n'est pas normal. Euh, C'est comme si toutes ces émotions, elles étaient exacerbées, en fait. C'est ça, hein? exactement. Ouais. Donc en fait,
ce que moi je répète et je martèle à chaque fois, c'est que en fait un cycle c'est aussi naturel que respirer ou digérer, il doit rien se passer. Donc Il doit rien se passer, ça veut dire qu'on ne doit pas le subir, c'est ça un petit peu, hein, la exactement. notion. Ouais. C'est vraiment ça, c'est vraiment cet aspect. Ben, quand tu manges puis tu digères, tu réfléchis pas en train de te dire ah mais je suis en train de digérer. Quand tu respires, t'es pas en train de réfléchir en disant ah ouais mais là je respire moins bien aujourd'hui. C'est pas ça. Et ben quand on a le cycle menstruel, Mhm, mhm. ben il doit pas non plus attirer l'attention. On dit justement que le cycle menstruel est discret. Donc, ce qui fait que du moment qu'on a ces décalages, alors nous, ça, on l'explique avec le syndrome prémenstruel, c'est souvent un blocage du chi du foie qui, Donc le chi, l'énergie, hein? voilà, l'énergie L'énergie du du foie, foie. Et d'accord. le foie est en lien avec la colère, et moi je rajoute le stress et la frustration. Donc, du moment qu'on a colère, stress et frustration, et on sait qu'aujourd'hui, il n'y a aucune femme qui est en colère, et aucune femme qui est stressée, et aucune femme qui est frustrée, ben, Sinon, ça se saurait. sinon ça se saurait, ben, du coup, évidemment, ça va exacerber. Donc là, la partie du traitement, ça va être bah, déjà de mettre le doigt dessus, de Mhm. regarder au niveau émotionnel sur est-ce que la personne communique quand elle est énervée ou frustrée. Déjà parce que les émotions sont une énergie, elles doivent circuler. Donc si on les bloque, c'est comme ce que j'appelle le syndrome de la pompe à vélo, c'est-à-dire qu'en fait, Explique, explique. Bah, c'est la pompe à vélo. Moi qui fais du vélo, je visualise bien la pompe, mais pour le reste. bah justement, puisque tu fais du vélo, quand tu Ouais, pompes, tu augmentes la pression. ouais. Si tu bloques la sortie, qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe que enfin, ça gonfle plus, ça revient, quoi. Bah, Ouais, comment te mais le dire? si tu bloques avec le pouce, Si je bloque avec le c'est quoi la pouce. première chose que tu vas avoir? Tu vas te brûler. Oui, bah oui, ça, oui, oui. Alors ça, ouais, oui, Voilà, ouais. donc ça crée du Ça feu. crée du feu. Voilà, d'accord? Donc en fait, ben c'est ça. Et la colère, c'est ça, c'est cette montée en fait hein, de feu. Et comme si tu mettais le doigt dessus, puis ça a pas, ça a pas la possibilité De enfin, sortir. voilà, j'allais dire d'exploser, mais plutôt de sortir. Oui, Bah voilà, d'accord. bah, comme on dit, hein, la colère, on explose de colère. Ouais. Donc tu le dis très justement. Donc c'est vraiment cette vision-là, c'est-à-dire que des fois, moi, ce que je vais indiquer, c'est que la personne doit commencer à dire, donner ses limites, démontrer, là je suis pas d'accord, etc. Mhm. Et donc ça va être une partie du traitement, évidemment. Et ça va être pas uniquement travailler sur le foie en la phytothérapie ou de l'acupuncture, mais ça va être aussi sur la gestion émotionnelle. D'accord. Parce que ben, ou la tendance à tout contrôler, par exemple, ben, souvent, ces femmes qui ont les femmes qui n'expriment pas leur colère ou qui contrôlent, ou etc., vont avoir souvent les symptômes beaucoup plus marqués. D'accord. Et C'est là, une tendance, hein, ouais, évidemment. bien sûr. Si on repart, on peut imaginer que Anna, par rapport à la question qu'elle nous a posée, elle, en tout cas, elle sent ses émotions. On peut, si elle est déjà au stade de pouvoir les exprimer, etc. Là, en fait, si elle venait te consulter, ce serait vraiment un soutien que tu amènerais au travers de plantes ou au travers... parce que la médecine traditionnelle chinoise, c'est très large, en fait, sur Oui. le terrain sur le champ des possibles, si on peut le dire comme ça, parce que Mhm. tu as abordé légèrement l'acupuncture, tu as abordé les massages, tu as abordé les plantes, on a déjà parlé de la nutrition. Donc là, en fait, si elle venait te voir, tu travaillerais sur le terrain du foie, si je peux le dire comme ça, c'est juste, c'est un terrain, le foie, Alors, en médecine, c'est pas un terrain. c'est pas un terrain, mais c'est-à-dire que Sur- on va, au niveau des déséquilibres, déjà Ouais, chercher quel est le déséquilibre principal. ouais, Donc, dans le cas d'Anna, les syndromes prémenstruels, la plupart du temps, le grand classique qui revient, c'est le foie qui est bloqué, mhm, l'énergie du foie qui est bloquée. Mais après, c'est de comprendre pourquoi ce foie se bloque. Et donc là, il peut y avoir, parce qu'il est mal nourri par le système digestif, parce qu'il y a l'énergie vitale qui s'affaiblit, parce que émotionnellement, elle communique pas sa colère. ouais. Donc là, on va chercher les déséquilibres Donc et d'abord la donner, cause, vraiment la voilà, cause voilà. et en fait traiter la cause. Et en fait, ben, c'est ce que j'explique dans le e-learning, c'est justement bah, déjà de présenter les déséquilibres les principaux et pour pouvoir donner la bonne réponse en Ouais. fait.
parce que ça ne sert à rien de donner, je ne sais pas moi, un- une huile essentielle comme le vétiver qui est très calmant ou de la lavande à quelqu'un en fait dont le problème c'est le système digestif. Ouais. Donc ça n'a pas de sens. Donc de nouveau, on cherche d'abord la cause. Exactement. Ok, merci. Là, on a parlé syndrome prémenstruel. Si on vient maintenant au moment des règles, Oui. il y a beaucoup de questionnements par rapport aux douleurs, aux inconforts importants qu'on peut avoir lors de cette phase du cycle, par rapport aux migraines. Et on a plusieurs femmes qui nous ont écrit à ce sujet. On a Claire qui parle de migraines qui sont extrêmement violentes. Parfois, ça va jusqu'au vomissement. Alors que là, on revient, elle dit, alors qu'elle mange très sainement et qu'elle évite encore plus les excès à ce moment de ce cycle. Donc ça, c'est une première situation inconfortable. Et puis, on a Julie qui a 16 ans, elle explique qu'elle a des douleurs qui l'empêchent vraiment de vivre normalement ses journées à ce moment-là. Elle ne peut pas le faire sans antidouleur. Et elle refuse la solution de la prise de la pilule qui est proposée par sa gynécologue parce que justement, c'est intéressant, elle dit « je veux traiter la cause et non le symptôme ». Donc là, qu'est-ce que ça signifie dans la médecine traditionnelle chinoise, ces douleurs importantes au moment des règles? Et puis, est-ce qu'on doit finalement les considérer comme une normalité? Parce que finalement, j'ai l'impression que, bah oui, ouais, elle a ses règles, elle a mal au ventre, ouais, elle a ses règles, elle a une migraine. Et puis, bof, c'est passé un petit peu comme ça, quoi. Alors en fait, effectivement, déjà, comme je disais, avoir mal, c'est pas normal. Donc en fait, la question, c'est pas seulement comment je fais pour éviter les migraines ou pour faire supprimer les migraines ou pour supprimer mon mal de dos ou mon mal de ventre, mes Mhm. crampes. La question, c'est plutôt pourquoi le corps ou mon corps réagit comme ça à ce moment-là. Donc de nouveau, c'est de comprendre c'est quoi la cause qui provoque ce problème. Donc, on est d'accord en médecine traditionnelle chinoise, c'est pas normal D'avoir mal. d'avoir mal. Voilà, c'est pour un C'est ça. slogan, hein, c'est pas normal d'avoir C'est mal. pas normal. En Donc, MTC, c'est pas normal d'avoir mal. exactement. Ok. Parce que, de nouveau, un cycle, c'est aussi naturel que respirer ou digérer. Donc, ça devrait passer, tu disais tout à l'heure, il doit être discret. Donc, quelle que soit la phase de ce cycle, il doit être discret. On ne doit pas voir on ne doit pas voir. la situation. D'accord. Donc, les migraines, donc souvent, de nouveau, sont souvent associées au blocage de l'énergie du foie, D'accord. notamment si les migraines sont latérales. Donc après, nous, on va faire la distinction si c'est en case, si c'est frontal, etc. Parce que ce n'est pas les mêmes organes, en fait, qui sont touchés. Donc, Selon où tu as mal, en la fait, quand tu dis localisation. ah, j'ai une migraine ou j'ai mal à la tête, ça va dépendre. Il faut essayer de localiser où se situe Alors la nous, on va douleur. poser des questions pour D'accord. comprendre comment ça, c'est quoi, comment elle se manifeste. Ouais. Il y a certaines sont derrière depuis la nuque, puis ça va monter, d'autres ça va être en casque, etc., etc. Et c'est pas du tout les mêmes organes qui sont touchés. Ok. Donc parce que c'est une communication. Donc déjà, et puis, comme je disais, on peut retrouver un manque de sang, une stagnation de sang ou une stagnation d'énergie. Donc évidemment, le traitement ne va pas être identique. Ça veut dire que là, si tu avais Claire en face de toi, bah, tu t'analyserais un petit peu, tu lui poserais des questions par rapport à sa migraine, comment elle se situe, où elle est, etc. Et tu vas Voilà. de nouveau, on a un symptôme, mais on a une cause qui peut être complètement différente. J'imagine aussi en fonction de l'âge de la femme, enfin, ou de son Oui, étape de vie. C'est ça, en fait. exactement. Et Ouais. puis de ce qu'elle vit Ouais. dans sa vie, en Ouais. fait, hein, Ouais. donc dans Ouais. son fonctionnement. Mais c'est vrai que les règles douloureuses, c'est un symptôme qui est fréquent, Mhm. mais c'est pas normal. Ok. Et Qui là, dit fréquent, ça n'est pas normal, en fait. ouais. Et maintenant pour Bah, c'est Julie, Julie. justement, qui a des douleurs. Et elle a 16 ans et elle, tu vois, en gynécologie classique, je peux le dire comme ça, Ouais, comme j'ai compris, en fait, c'est une des solutions qui a amené c'est de prendre la pilule pour diminuer la douleur des règles. oui. Alors, Bah, ça, elle peut pas, c'est une justement. réponse normale hein, en gynécologie occidentale. Parce que, en fait, ils traitent les pathologies. Donc, comme ils voient que le problème, c'est la douleur, donc on enlève la douleur.
Donc, j'ai mal au bras, je te coupe le bras, comme ça, tu n'as plus mal au bras. Mais la question, nous, c'est notre vision, c'est-à-dire que pourquoi j'ai mal au bras? Donc, quel est le problème, en fait? Ouais. Donc, c'est vrai que ce soit une adolescente ou même une femme qui souffre, euh, déjà, la première chose pour moi, c'est qu'elle n'a pas à souffrir et rester sans réponse. Donc, ça, c'est la première chose. Et je pense que n'importe quelle femme, adolescente ou pas, mérite qu'on cherche la cause, qu'on lui trouve une solution. Et c'est ce que fait la médecine fonctionnelle, c'est qu'elle lui trouve des solutions. Donc déjà, ça c'est vraiment la première page. La première chose. Après, donc là, de nouveau, Julie, il faudrait, parce que c'est un cas quand même très fort, donc il faudrait regarder qu'est-ce qu'il y a là-dessous, qu'est-ce qu'il y a sur ce terrain qui fait qu'à 16 ans, elle a besoin, elle a des règles douloureuses. Ouais. Toi qui travailles, tu disais tout à l'heure, tu as l'opportunité, cette chance de pouvoir collaborer avec justement des gynécologues. Est-ce que justement, de fait de cette collaboration, tu as des situations comme ça qui te sont en fait amenées ou qui viennent à travers le gynécologue à la base, qui justement a envie d'aller plus loin et puis d'éviter de devoir prescrire la pilule à une jeune adolescente qui n'en voit pas l'utilité. Tu as cette collaboration comme ça en fait Oui, qui se alors fait. il faut savoir qu'il y a des gynécologues qui ont, de par leur patientèle, en fait, ils sont plutôt, ils font de la gynécologie pédiatrique ou de la gynécologie plus ménopausique ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'à force d'avoir des gens, et puis ben, j'ai ma copine, la gynéco est super, etc., se retrouvent en fait effectivement avec une patientèle soit plutôt jeune, D'accord. soit C'est ça que tu disais pédiatrique en fait. voilà, D'accord. exactement. Ok, C'est-à-dire ok. que, en fait, où il y a aussi les pédiatres, il faut aussi savoir que comme les règles arrivent de plus en plus tôt, les pédiatres sont aussi formés un peu à la Ah oui, c'est gynécologie. juste parce qu'en fait, tu consultes des fois encore un pédiatre quand tu as 12-13 ans et c'est vrai que Ben, beaucoup de et jeunes on filles vont voir plus tôt, sont déjà en réglé. fait réglées. Ouais, Donc ouais. voilà, donc en fait, il y a un peu ces chevauchements, mais en fait, il faut savoir que à l'heure actuelle, il y a certains chercheurs, et ça j'étais en janvier à Lyon pour une journée avec une conférence où en fait, par exemple, il y avait notamment le professeur René Cochard qui invite à réfléchir à l'utilisation de la contraception hormonale pendant la période de maturation neurologique, c'est-à-dire qu'en fait, avant 21 ans, il y a la maturation du cerveau. Et comme la pilule travaille sur les hormones, donc ils sont en train de se dire est-ce que l'utilisation systématique de la pilule est vraiment la meilleure réponse parce que Il y a un impact il y sur a un le impact, développement. exactement, il C'est y a un ça. impact sur le développement du cerveau. D'accord. Donc, ils sont en cours actuellement, il y a un petit peu ce nouveau courant, ce qui fait que du coup, le temps que ça avance, petit à petit, la réponse automatique ne sera peut-être plus la pilule, mais peut-être de diriger vers d'autres choses et de nouveau de réadapter. Ouais. Donc moi, j'ai la chance d'avoir des mamans qui m'amènent leur fille, qui disent, mais moi, j'ai pas envie de faire que ma fille souffre pendant 30 ans comme moi je l'ai fait, donc je vous l'amène. Donc la difficulté qu'on a là, c'est que, évidemment, à 14 ans, on n'a pas les mêmes préoccupations, les règles douloureuses. Hop, tu prends quelque chose, ça passe, mais Voilà, c'est pas une veux vivre. priorité. Non, c'est pas une priorité. Tu as envie de vivre ta vie d'adolescente. Voilà. Exactement. Donc moi, j'admire Julie parce que c'est vraiment une très très bonne démarche. C'est Ouais. une très très bonne démarche de dire, mais moi je veux la cause, je veux comprendre qu'est-ce qui se passe et de corriger. Et là, effectivement, elle aura un traitement en fait qui va corriger, qui sera sur du long terme. Ouais. Parce que si on corrige aujourd'hui à 16 ans son terrain, automatiquement, en fait, elle sera en paix tout le reste de sa vie. Et est-ce qu'on peut dire qu'en fait, c'est justement bien d'agir plus jeune parce que ton terrain est jeune, entre guillemets, Oui, quoi. il n'y a C'est pas ça, en fait. encore effectivement 15 ans de chronicité ou des choses D'accord. comme ça. Ouais. Comme je peux avoir des dames qui viennent chez moi, ça faisait 15 ans qu'elles ont endométriose et ça faisait 15 ans qu'elles errent comme ça. Enfin, la semaine dernière, j'avais une dame, 48 ans, ça fait 30 ans. 30 ans Depuis ses qu'elle se 18 ans. plaint d'avoir des règles douloureuses. Alors oui, bien sûr, en médecine n'avait pas l'endométriose, il y a 30 ans, n'existait pas. Ouais. Donc, mais ça faisait 30 ans. Et on pourra en revenir après sur les questions, mais c'est vrai que l'endométriose en médecine chinoise,
n'est pas un syndrome en tant que tel, il appartient au syndrome des règles douloureuses. Donc nous, on a un panel du syndrome des règles douloureuses et avec des causes différentes et on traite les causes. D'accord. Selon, en fait, Le terrain, le la terrain, diagnostic, ouais, etc. exactement. Ok. Mais en fait, l'endométriose fait partie du grand chapitre des règles douloureuses. D'accord. On va y revenir Oui, justement à ça. Dans un autre chapitre, toujours au moment des règles, tu sais, il y a tout ce qui concerne les règles qui sont abondantes ou alors à l'inverse, quasiment l'absence de règles. Mais là, on a aussi des questions sur les règles abondantes. Malgré de nouveau, pour certaines, la prise de la pilule. Là, on a Clarisse, Marielle qui nous parle de situations où elles ont des règles abondantes, limite hémorragiques, même si Clarisse, elle a un cycle très régulier, mais elle voudrait savoir comment elle peut diminuer cette quantité de sang perdu. On a Romy qui dit, ben, j'ai des règles abondantes malgré la prise de la pilule. Donc là, j'ai supposé que de nouveau, la solution qui avait été amenée en gynécologie occidentale, c'était la prise de la pilule. Et puis, on a Marielle qui dit, ben, moi aussi, j'ai des règles très abondantes, voire hémorragiques depuis toujours. Elle a essayé des médicaments naturels, dont l'hydrolatiste, mais sans aucun résultat probant. Est-ce que là, justement, il y a de toute façon, ben, au moment des règles, il y a une perte de sang. Quand elle est abondante comme ça, est-ce qu'il y a moyen en médecine traditionnelle chinoise de réduire de nouveau cette quantité de sang perdu, en fait? alors oui, bien sûr. D'ailleurs, pour nous, les règles hémorragiques font partie des urgences. C'est des urgences vitales à réguler. Donc ça, c'est quelque chose où c'est, par exemple, si on va dire une femme vient te consulter pour différentes choses, Mhm. enfin, ouais, elle te consulte parce qu'elle a plusieurs inconforts, c'est d'abord là-dessus que tu vas te concentrer. Exactement. En D'accord. général, on a souvent des dames qui ont des règles douloureuses et hémorragiques. Mhm. Notre priorité va être les règles hémorragiques. D'accord. Et après ouais. Voilà, donc en général, ça va avec, c'est-à-dire que quand on soulage l'hémorragie, ben, automatiquement les douleurs vont diminuer. D'accord. Mais notre priorité, parce que ça va être ça, parce que en fait, on a une perte d'énergie et de sang. Et donc, en fait, des réserves naturelles et donc de longévité qui va avec. Donc, en fait, nous, c'est toujours de préserver. Il faut comprendre qu'en médecine chinoise, l'objectif, en fait, c'est de vieillir en santé jusqu'à 120 ans. Donc, du coup... On a de la marge, toi et moi. Donc, voilà. Donc, c'est sûr que... Donc là, le fait que ça ne fonctionne pas, que la pilule n'améliore pas la situation, ça démontre en fait que ça n'a pas corrigé la cause originale. Ok. Donc là, il y a c'est que probablement si la pilule ne donne pas la bonne réponse, c'est que c'est un autre enjeu en fait. Et Donc, puis si la pilule donnait la bonne réponse, puis qu'au moment où elle l'arrête, bah, c'est de nouveau de type hémorragique, là aussi tu vas agir, on est d'accord, tu vas de nouveau essayer de trouver la cause et le terrain pour justement pallier à ça. En fait, c'est ça l'idée. exactement. Quelle que soit la situation, c'est vraiment réduire, là je t'ai coupé, mais réduire la quantité de sang perdu pour que en fait on soit en tant que femme pas autant fatiguée ou qu'on n'ait pas aussi une perte d'énergie aussi abrupte en fait. C'est ça à ce Exactement. moment-là. Donc ça, de nouveau, il faut savoir qu'en fait, on est censé changer sa serviette ou son tampon toutes les 3-4 heures. C'est-à-dire une fois le matin, une fois à midi, une fois en fin d'après-midi, une fois le soir. Ouais, Ça, c'est le rythme normal. d'accord. On dit 80 millilitres, mais je te mets au défi de deviner combien ça fait à l'œil. Mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment, en fait, c'est ce rythme-là qui doit être suivi. Après, évidemment, il y a des femmes qui changent par hygiène chaque fois qu'elles vont aux toilettes, etc. Ouais, mais ouais. ça, c'est pas une question de mesure, c'est plus après des habitudes. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est ce rythme-là qui est normal. Donc si on descend en dessous de 3 heures, un changement nécessaire en dessous de 3 heures, on est déjà dans les règles hémorragiques. Ah oui. Et en fait, et bien entendu, la gravité augmente. C'est-à-dire que j'ai des femmes qui changent toutes les demi-heures et elles se mettent tampons et serviettes. Donc, et toutes les demi-heures, elles changent. Donc là, on est vraiment dans quelque chose où après, il ne faut pas s'étonner, évidemment, qu'il y ait de l'anémie qui arrive derrière, Oui. etc. Donc, c'est pour ça que quand une femme qui est anémiée, à cause des règles hémorragiques, on lui donne du fer, donc on injecte des fers, c'est bien gentil, mais ce n'est pas la réponse. Non, là D'accord. ça va être de nouveau juste
On pallie en fait un symptôme, Ouais. mais en fait la cause originelle, elle n'est pas Elle traitée. est toujours là. Donc c'est vrai que quand tu disais, quand c'est la pilule corrige, c'est-à-dire qu'on est sur un terrain où la pilule est une des réponses possibles. Mais quand la pilule ne répond pas, ça veut dire qu'on est sur un autre terrain, comme par exemple la déficience du système digestif. Parce que le système digestif, un de ses rôles aussi, selon la médecine chinoise, est de retenir le sang, par D'accord, exemple. ça c'est hyper intéressant. Donc ça veut dire que bah oui. quelqu'un qui a... Donc pour ce cas-là, sur ce terrain-là, on va travailler que sur l'alimentation. Donc un changement alimentaire. Quelqu'un qui va avoir effectivement, on peut avoir aussi de la chaleur qui fait sortir le sang des vaisseaux, qui extravase les... Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est une femme qui est trop chaude, on va dire. Donc là, de nouveau, le travail, ça va être de la refroidir. Ouais. Donc on voit bien que c'est pas du tout les mêmes approches. Non. Par contre, la réponse va être la même, c'est qu'il va y avoir une réduction du saignement. D'accord, ouais. De nouveau, là, pour traiter un même symptôme, on n'a pas une cause qui est identique à la base. Exactement. Ouais. Donc là, c'est très important aussi que tu puisses avoir la personne en face, tu puisses mener l'anamnèse, etc. Et puis là, on avait aussi, Marielle, elle disait qu'elle avait, tu sais, testé l'hydrolat cyste. Oui. Et puis que elle n'avait pas eu de résultat probant. Alors peut-être pour ceux qui connaissent pas l'huile essentielle de cyste, c'est vraiment un coupeur de sang, on peut le dire un petit peu comme ça. Oui, c'est un hémostatique Voilà, en fait. un hémostatique. Je cherchais le terme plus médical. Donc l'hydrolat a cet effet sous forme de cure, mais chez elle, ça marche pas. Donc il y a de nouveau, c'est une histoire de terrain, de cause à la base. Exactement, c'est-à-dire que là, l'hydrolat de cyste est un hémostatique, des fois je le donne. Oui. Par exemple, pour des femmes qui ont un stérilet, dont le symptôme, l'effet secondaire d'un stérilet, notamment au cuivre, c'est d'avoir des règles hémorragiques. Donc là, en fait, de consommer de l'hydrolat 3 jours avant les règles. Donc il faut que les plantes soient déjà dans le sang et pas uniquement le jour J. Ouais. Donc il faut déjà 3 jours avant et pendant les règles. Et là, elle peut consommer de l'hydrolat. En général, c'est une cuillère à soupe dans 1 litre d'eau. Ouais. Et on consomme ce litre Sur dans la journée. Ouais. Donc là, à ce moment-là, ça y a son effet. Mais parce que, en fait, c'est quelque part mécanique. Mais par exemple, si la problématique vient d'un fibrome, d'un adénomiose, donc c'est-à-dire quelque chose qui est physiquement là, ou bien encore en périménopause, où on a des règles hémorragiques, à cause, parce qu'on a une perte des hormones oestrogène, progestérone, qui fait que, du coup, le cyste ne va pas être efficace. Et là, à ce moment-là, le cyste, il va falloir le combiner à une autre. Moi, souvent, ce que je donne pour les femmes en préménopause qui ont des règles hémorragiques, c'est de le combiner avec le géranium. L'hydrolat de géranium. Hydrolat de géranium plus hydrolat de cyste, une cuillère à soupe de chaque dans 1 litre d'eau à consommer dans la journée. Et en fait, parce que le géranium est un harmoniseur hormonal. D'accord. Ouais. Donc, on combine les choses. Donc, de nouveau, si le cyste tout court ne fonctionne pas toujours parce que c'est pas le bon terrain. Ouais. Donc le cyste ne va pas renforcer le système digestif, par exemple. Ouais. Donc là, et de nouveau, des fois, les femmes consomment le jour même des règles, alors qu'en fait, les plantes, elles doivent déjà être en train d'agir au minimum 3 jours avant. Elles doivent déjà être en fait dans ton corps à ce moment-là. Exactement. Pour que ce soit plus efficace. Ouais, donc là, est-ce que, de nouveau, il y a des questions de à quel moment on le prend, est-ce que quels sont les dosages, parce que souvent, les femmes font du sous-dosage. D'accord, ouais. Donc de nouveau, une discussion à avoir avec la personne. Voilà. On a parlé règles abondantes, mais on a aussi parfois le cas d'absence de règles, et on a Anne qui nous a écrit pour sa fille qui souffre d'une aménorrhée primaire suite à un dysfonctionnement hypophysaire. Elle a 18 ans et elle aimerait savoir ce que toi tu conseillerais pour justement stimuler ces règles. Oui. Alors là, c'est assez compliqué parce que c'est une aménorrhée primaire. Donc on part toujours sur l'idée de on corrige un terrain et pas un symptôme. Oui. Donc ça, c'est la grande idée qu'il faut vraiment avoir en tête. Donc là, aménorrhée primaire, de prime abord, on pourrait stimuler les reins et la rate, donc le système digestif. Les reins, c'est l'énergie vitale.
en phytothérapie. Donc toujours en complément du suivi endocrinologique, hein, ça c'est Oui, clair. Mais l'idée, c'est que si les règles n'arrivent pas, ça veut dire que l'énergie des reins n'est pas suffisante. Donc on dit que le jing ne s'écoule pas. d'accord. Mais en fait, il peut y avoir différents tableaux, comme justement le jing qui est insuffisant, le sang qui est insuffisant, parce que pareil, on retrouve ça chez les sportifs d'élite Mhm. qui ont une perte qui n'ont plus de règles. Ouais, j'allais y venir. Mais là, c'est de Ouais. l'aménorrhée secondaire. D'accord. Mais on peut retrouver génétiquement une déficience parce que, par exemple, est-ce qu'elle a des intolérances alimentaires? Et donc, ça veut dire que le système digestif ne produit pas assez le sang. D'accord? Donc, ne transforme pas et n'est pas capable de Ouais. produire suffisamment de sang. Donc, là, on part sur un. Où est le problème? Est-ce que c'est Ouais. vraiment au niveau de la rate? Est-ce que c'est au niveau des reins, etc. Et là, la réponse que la médecine traditionnelle chinoise va donner, la manière dont elle va soutenir va dépendre en fait. Va dépendre et on va stimuler l'organe, mais la partie complexe dans ce cadre d'aménorrhée primaire, c'est que des fois on a les tableaux en fait qui se présentent en même temps, donc ils sont là en simultané. Donc du coup, il y a plusieurs organes et on va retravailler le tout. Mhm. Donc ça peut prendre du temps, mais l'idée c'est qu'effectivement qu'on remette les niveaux pour que le corps puisse démarrer en fait. Et là, ce qui est intéressant avec la fille de Anne, c'est qu'elle est jeune, elle a 18 ans. Donc de Oui, nouveau, entre guillemets, on est sur un terrain jeune. Ça veut dire que les corrections, tu as dit, hein, ça peut prendre du temps, mais c'est aussi sur le fait elle est relativement jeune, donc on peut relativement corriger plus rapidement la situation. exactement. Donc c'est vrai que les femmes, hein, selon le médecine chinoise, les femmes sont basées sur des cycles de 7 ans et les hommes sur de 8 ans. Donc à 2 fois 7, 14, l'énergie, le corps est censé se mettre en route D'accord, et les règles apparaissent. Mais d'accord. donc si Autour de effectivement... 14. Voilà. Ok. Donc, il y a 3 mises en arrière. Je trouve qu'en termes de calendrier, ils étaient pas mal. Parce que 7 fois 7, 49, On arrive, on ça arrive va à la être le prochain, ménopause. ça va être le prochain sujet Et d'ailleurs. on sait qu'aujourd'hui, typiquement, la ménopause est à l'âge de 51 ans. Donc, quand on voit qu'il y a 3000 ans en arrière, ils avaient fait les calculs à peu près justes, je me dis, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a les aménorrhées primaires, il y a vraiment une partie difficile parce que ça veut dire que le corps n'arrive pas à maturité, n'est pas arrivé à maturité Mhm. complète. Donc, ça veut dire pourquoi, et elle est là la question, Ouais, pourquoi? d'accord. Alors, tu viens de formuler un mot justement, c'est le prochain thème, tout ce qui concerne la préménopause, la périménopause et la ménopause. Alors, en préparant ensemble tout à l'heure cet entretien, moi-même je t'ai posé la question, mais moi Rachel, préménopause, périménopause, je vois pas trop la différence. Ménopause, oui, c'est au moment où il y a vraiment plus ces règles. Tu peux, ben, je pense que je suis pas la seule à mêler un peu tout ça. Juste avant qu'on en vienne aux questions qui ont été posées, est-ce que tu es d'accord de juste reclarifier en fait ces périodes, qui peut-être certaines doivent se chevaucher aussi, mais qu'est-ce qu'on entend entre ces trois phases au moins? Ouais, avec plaisir parce qu'effectivement, j'ai d'ailleurs fait une publication à ce sujet-là Sur ton euh, compte Insta, là? sur mon Ouais, compte, sur mes réseaux sociaux, parce que ça, c'est une grande question en disant, mais je comprends rien, je suis en péri, je suis en méno, c'est quoi le truc? Donc en fait, on va commencer avec la ménopause. La ménopause, c'est un signe clinique qui veut dire l'arrêt des règles, des mhm. ménarches. Donc on met les ménarches en pause. Voilà. Et là, tu as dit 50 Alors, et la un, moyenne en Suisse moyenne et en en Suisse. France, c'est 51 ans. D'accord. La petite astuce, si vous voulez, c'est de demander à votre maman à quel âge elle a eu sa ménopause, parce qu'il y a une partie génétique. D'accord. C'est-à-dire qu'on est assez proche dans les femmes de la famille. Si on est une grande sœur, etc., c'est de poser la question pour savoir comment ça s'est passé, etc. Ça peut être un premier indice. Donc la ménopause, c'est 1 an sans règles quand on a plus de 50 ans, plus que 50 ans, Ok. et 2 ans sans règles quand on a moins de 50 ans. D'accord. Donc ça, c'est un symptôme clinique, c'est-à-dire que pendant 1 an ou 2 ans, on n'a pas vu de règles.
Ensuite, on a la préménopause, qui est en fait la partie générale, c'est-à-dire le début du déclin, comme on dit en médecine chinoise. C'est charmant. Tu viens de me dire que Ils le sont but très c'était de poétiques. vivre jusqu'à 120 ans. Et là, tu me parles du déclin Ah oui, non, mais avant 50. non, en fait, le début du déclin en médecine chinoise, c'est à partir de 35 ans. Ah oui, c'est bien avant 50. Là, je me suis encore trompée, tu vois. Donc là, on est en fait, pourquoi? Parce que de nouveau, on est sur un cycle de 7 ans, hein, donc, et on est à, Mais 42, oui, ça fait 6 fois 7. alors 6 fois 7, mais on est à 5 fois 7, 35. Ah oui, 35, pardon. D'accord? 35 en médecine traditionnelle Voilà. chinoise, oui. Donc en fait, à 35 ans, moi, mes patientes, je commence à travailler déjà pour nourrir le yin, etc. des reins, pour justement préparer la ménopause. Comme ça, on a 15 ans d'avance pour que ça passe crème, comme on dit. D'accord. Donc, en général, à partir de 42 ans, en médecine occidentale, on dit la préménopause à partir de 42 Ouais, ans. voilà C'est-à-dire que pourquoi c'est, j'avais en tête ce 42. Ok. voilà, c'est à peu près le début des premiers symptômes. La problématique, qui sont en lien avec la déficience, le changement hormonal. Oui, La problématique, c'est que la grande majorité des femmes sont contraceptées, ce qui fait qu'elles ne voient pas les premiers symptômes. qui peuvent être quoi, style bouffée de chaleur Ça ou peut être, tiens, j'ai une bouffée de chaleur avant mes règles, mais c'est une fois, et on ouais. va dire, ah bah tiens, j'ai eu chaud cette nuit. Mhm. Mais j'ai Mhm. pas compris pourquoi, mais c'est pas systématique. Donc Ouais. en fait, mais c'est un premier symptôme. Ou tout d'un coup, bah tiens, j'ai un cycle qui s'est un poil rallongé ou un poil raccourci, par exemple. Tout d'un coup, tiens, j'ai un cycle de 25 jours, c'est bizarre, par exemple. Mais c'est une Mais fois, c'est une puis il fois. s'est rien passé le reste de l'année. Ouais, Donc c'est juste un premier symptôme. d'accord. Et c'est pour ça qu'en fait, ça passe inaperçu. Donc ça, c'est tout ce qui est préménopause. Ensuite, on a la périménopause, ça veut dire autour de la ménopause. Et Ouais. là, on est 4 ans à peu près avant, donc 45-46 ans, et jusqu'à 1 an après la ménopause. Après la ménopause. Donc ouais. ça englobe. Ça englobe. Donc la préménopause englobe la partie périménopause avant la ménopause. La périménopause englobe la ménopause. Jusqu'à 1 an Un an. après la, Voilà. la ménopause Officielle. Exactement. D'accord, ouais. Et ensuite, on passe en post-ménopause. Et Alors là, ça, j'ai même pas, tu vois, j'ai même pas abordé le terme, quoi, parce que c'est on assez entend rarement. c'est vraiment méconnu, parce que pour moi, ben, t'es ménopausée, t'as pas de post-ménopause, t'es ménopausée. Alors, ménopausée, c'est le signe clinique, mais sauf qu'une fois qu'on est ménopausé, les ovaires continuent encore de travailler pendant 1 ou 2 ans. D'accord. Donc, il y a encore des micro-stimulations, des micros, mais pas assez pour déclencher des règles. Ouais, Mais il y a encore quelques symptômes, en fait, qui peuvent apparaître en lien avec ça. d'accord. Et du coup, effectivement, la post-ménopause, c'est l'état ensuite jusqu'à la mort. Donc, en fait, on dit être ménopausé, on devrait dire, en fait, je suis Je post-ménopausée. suis post-ménopausée, d'accord. Mais parce que là, j'ai le système hormonal qui est complètement à l'arrêt. Ouais. Voilà, Ouais. donc ça, c'est juste un petit peu... Effectivement, c'est des notions que la plupart des femmes ne connaissent pas. Non, alors je connaissais préménopause, je connaissais ménopause, périménopause, j'ai supposé par rapport au terme, mais effectivement. Alors si on en vient vraiment aux questions spécifiques, on a déjà, comment, Sylvie nous dit, mais comment la ménopause, elle est vue en médecine traditionnelle chinoise? Alors Qu'est-ce ça, que c'est c'est la une ménopause? magnifique question. C'est vraiment, elle est magnifique parce que en fait, la ménopause, elle n'est pas considérée comme une maladie ou un problème. Bien au contraire, elle est associée à ce qu'on appelle le deuxième printemps. Mmh. C'est-à-dire qu'on est atteint, on appelle aussi ça le statut de femme sage. C'est-à-dire que c'est un changement de statut, on a davantage de maturité, davantage de recul, davantage de sagesse. Donc, Quel beau programme, hein, voilà, donc en franchement. fait, en médecine chinoise, on accompagne ce changement de statut et de métabolisme. C'est tout. D'accord, ok. Et là, on a Laetitia. Alors, c'est intéressant parce que Laetitia, elle a encore des suées nocturnes, des bouffées de chaleur. Elle dit, mais pourtant, je suis ménopausée depuis 1 an. Et c'est un petit peu ce que tu expliquais hein, tout à l'heure. Donc, Voilà. c'est ça, c'est qu'il y a cette périménopause autour de la ménopause. Donc, même quand tu es ménopausée depuis 1 an, tu peux encore avoir des symptômes.
Et là, tu vas conseiller, tu vas aussi soutenir, j'imagine, en phytothérapie, avec... Alors là, effectivement, donc c'est exactement ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire que les ovaires sont pas totalement à la retraite. Voilà, voilà. Donc, Ouais, ils travaillent encore à temps partiel, un petit 10%, par-ci, par-là. De temps en temps, ils viennent un peu dépanner. ouais, Donc, c'est vraiment cette vision-là. Donc, en fait, c'est pour ça que souvent, un peu, la ménopause, c'est pas l'arrivée. C'est ça, la grande majorité des femmes pensent que je suis arrivée à la ménopause, c'est bon, je suis arrêtée. mais Mais en c'est fait, pas ça. c'est pas la ligne d'arrivée, Non, elle est pas là. ouais, Donc, et c'est pour ça. Et là, ça va être effectivement pareil. Moi, je vais proposer, par exemple, augmenter la consommation de soja sous toutes ses formes. Ça peut être tofu, yaourt, etc. Parce que ça amène des phytoœstrogènes ou la d'accord, consommation d'algues. On va de nouveau travailler sur l'alimentation, travailler sur la gestion du stress pour faire baisser le cortisol, etc. Et donc, en fait, l'idée, c'est de donner des clés pour que la femme puisse être autonome tout le long de sa vie. d'accord. Ok, merci. Et là, la même chose, j'imagine, pour Jocelyne, parce qu'elle pose la question, elle dit, mais est-ce que c'est normal, là? Est-ce que mes pertes blanches sont normales une fois la ménopause installée? Comment est-ce que je peux aussi rétablir un confort intime? Oui. Alors, il y a différentes choses, c'est-à-dire qu'après la ménopause, on peut observer souvent une atrophie vaginale. Donc, on est dans le côté sécheresse vaginale, D'accord. modification du microbiote. Euh, Mhm. et également de la sphère microbiote vaginale, hein, pas uniquement J'allais y intestinale. venir si vous avez écouté aussi le podcast qu'on avait organisé avec Séverine Audinet qui parle du microbiote. On a bien développé que le microbiote, on pense toujours au microbiote intestinal, mais en fait, il est partout. Exactement. Voilà. Et donc, et puis évidemment, des écoulements physiologiques. Donc, toutes les pertes ne sont pas pathologiques, mais en revanche, si elles deviennent abondantes, gênantes, là, on est en plus en lien avec ce on va appeler un trop-plein d'humidité. En Ayurveda, trop de kapha qui Oui. s'écoule. Ouais. Et là, en fait, la solution, de nouveau, c'est l'alimentation. Ok. Donc là, on va corriger. Souvent, moi, je conseille aux dames déjà rien que de supprimer complètement les produits laitiers pendant un mois et elles regardent qu'est-ce qui se passe. Ok. Ouais. Justement, ça augmente le terrain humide, en fait, tout ce qui est lactose, en fait. C'est Alors, c'est ça? pas le Pas lactose, lactose, mais c'est produits le laitiers. gras qui est à l'intérieur des produits Ouais. laitiers ou bien également le sucre. Ouais. Et le gras, évidemment, si on adore les fritures. Donc voilà. D'accord. Et puis, alors là, on a parlé plus ménopause, mais on a Viviane qui, elle, demande s'il y a une solution pour ne plus avoir l'inconfort du ventre gonflé comme un ballon pendant la périménopause. Et c'est quelque chose qu'elle vit aussi bien le matin que le soir, que tout d'un coup, durant la journée. Il n'y a pas de moment où tout d'un coup, elle a son ventre qui vient gonfler comme un ballon, justement. Ouais. Et là, on est dans cette phase qui englobe un peu de la préménopause et un bout de la ménopause. Alors, ça, c'est un symptôme qui est très très classique. Alors, comme on l'a dit avant, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de l'énergie vitale. Mhm. Moi, j'explique souvent le système digestif comme une casserole avec un feu en dessous, c'est l'énergie vitale, c'est les reins. Donc là, du coup, en fait, le feu vital, il va diminuer. Donc, en fait, c'est qu'on n'a plus accès à mettre au maximum son feu, on ne peut plus mettre sur 10. Le maximum qu'on peut, c'est 5, par exemple. Ok, oui. Par exemple, hein, Oui, oui, c'est un exemple. ça va dépendre en fait de la physiologie, hein. Ouais, Mais du coup, ça veut dire que même si on est à 5 au maximum, si on charge trop, ben, ça ne va pas cuire. Donc là, on est de nouveau dans une adaptation alimentaire. On va aussi regarder peut-être le microbiote, qui, de nouveau, hein, qui est pas correct. Bon, la médecine chinoise ne parlait pas de microbiote, mais elle parlait en fait des fonctions du système digestif et notamment dans sa fonction de transport-transformation. ah oui. Donc en fait, elle doit transformer les aliments et les nutriments et les transporter. Donc souvent, on a cet aspect en fait de gonflement parce que Mhm. la digestion baisse. Donc là, ça peut être déjà de stimuler le système digestif avec un hydrolat d'estragon, par exemple. Ouais.
Donc de restimuler le feu digestif qu'on retrouve aussi en Ayurveda, qu'on appelle Agni, en fait. C'est ça, c'est la même Exactement, chose. c'est exactement ça. On va utiliser les épices. Pour ça, c'est vrai que la médecine, moi j'aime souvent conseiller des choses de l'Ayurveda parce que je trouve que l'Ayurveda, la diététique donnée en Ayurveda est beaucoup plus accessible chez nous que Tu la veux dire médecine que la chinoise. médecine chinoise. Parce que c'est vrai que la médecine chinoise va parler plutôt de gruau, de choses comme ça, pour tonifier le système digestif. D'accord. Et nous, chez nous, c'est pas très sexy, c'est pas tellement notre tendance. En Ayurveda, C'est pas dans notre culture, en fait. voilà, tandis qu'en Ayurveda, c'est plus facile parce qu'ils Ouais. ils vont être plus sur bon, soit les modes de cuisson, mais également Aussi, ouais. qu'on a aussi en médecine chinoise, mais beaucoup plus les épices. Oui. Donc souvent, moi, je donne une liste en fait des épices qui aident à digérer. Ouais. Qui stimule le feu. Voilà, Ouais. gingembre, cardamome, coriandre, etc. pour aider. Souvent, bah, je donne la fameuse tisane CCF, hein, c'est-à-dire cumin, coriandre, fenouil, qui vient de l'Ayurveda. Donc, je prends Ouais. un petit peu à droite à gauche Ouais. parce que je trouve que ça s'adapte mieux à C'est aussi, notre culture. voilà, c'est aussi, en fait, c'est aussi ça l'approche de la santé comme vous la faites. C'est vraiment comme on l'a fait aussi en Ayurveda, c'est aussi l'adapter à où on est. On est quand même en Occident. Voilà. Donc on va aussi conseiller des choses qui font sens dans notre mode de vie ici en fait. Exactement, C'est ça. c'est-à-dire que là, par exemple, moi, dans la liste que je donne à mes patientes, je leur donne ben, les astuces pour l'été, puisqu'on est en été. Ben oui, C'est-à-dire que, par exemple, un tomate mozza, eh ben, on va rajouter du basilic. ben oui. Un melon jambon, on rajoute du poivre. Une salade de concombre, eh ben, on va rajouter soit du cumin, soit du poivre, ou même, moi je donne une recette de salade de concombre et cacahuètes, et dans la sauce, en fait dans la vinaigrette, c'est du chili. Donc Ah, ça vient compenser en fait le trop froid, etc. du concombre quoi. Du concombre. Donc en fait, on peut donner des petites astuces comme ça qui sont facilement utilisables parce que Mhm. bah voilà, tomate mozza, on est vite invité ou au restaurant ou Ouais. j'en sais rien, bah Et, voilà, et plutôt que de laisser souvent, tomber la feuille de basilic, bah mangez-la. ouais. Et souvent, c'est ce que j'allais dire, en déco, tu retrouves très très souvent cette feuille de basilic. Donc Voilà. finalement, elle n'est pas pour rien. Hein. Exactement, mais en fait, ben, du coup, c'est là de dire, ben, là, je la mange, Ouais. ou bien de demander un petit coup de poivre sur un melon jambon, bon, ben, je rajoute du poivre, Ouais. et puis ça corrige l'histoire. Ouais. Donc, ça permet en fait de freiner, en fait, on va dire, de modérer les dégâts. D'accord. Donc, on va aller comme ça, et puis dans d'autres astuces, c'est vrai que pour le système digestif, alors là, peut-être pas en été, mais pour le reste de l'année, c'est comme en Ayurveda, c'est de manger toujours chaud, Mhm. boire chaud, etc. Ouais. Et donc, en fait, c'est vraiment, à un moment donné, c'est vrai qu'avec la préménopause, ménopause et avec l'âge, ben, le corps n'a plus l'énergie pour s'adapter aussi bien que quand on a Ouais. 20 ans. Ouais. C'est Donc, ça. du coup, c'est vrai que les symptômes apparaissent plus parce que là, en me disant, ben, à 20 ans, je mangeais tout, puis il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, je peux même plus manger une glace, je la digère pas. Ouais, en Ayurveda, cette, cette période de vie, en fait, on a notre Vata qui augmente. Et puis, c'est vrai que la digestion, elle est différente chez Vata. Donc, ça rejoint complètement. Hein. Voilà. J'ai aussi, alors on l'a légèrement abordé, tu sais, cette diminution des hormones. Et puis, il y a Sandrine qui se demande comment pallier naturellement la chute de progestérone en période de périménopause. Est-ce que là, tu peux resituer aussi qu'est-ce qui se passe au niveau hormonal pendant toute cette phase? Bah, ça va être simple, le résumé, c'est que c'est le chaos. Bon. C'est un chaos Après hormonal. le déclin, nous avons le chaos. Alors, c'est un chaos hormonal parce que en fait, il y a les ovaires qui réclament la retraite. Ouais. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire qu'ils répondent plus aussi bien et produisent moins d'œstrogènes. Et donc, en fait, on a une glande au niveau du cerveau qui s'appelle l'hypophyse qui va essayer de stimuler. Donc, qui va donner plus d'informations. Donc, tout d'un coup, comme elle surstimule, tout d'un coup, on va se retrouver avec trop d'œstrogènes. Donc, il y a des fois, il n'y a pas assez, des fois, il y en a trop. D'accord. Et puis, la progestérone, ben, c'est pareil. Il y a des fois, il y a trop, il n'y a pas assez, etc. Parce qu'en fait, ben, les ovaires ne répondent plus comme quand ils ont 20 ans. Donc, les réglages ne sont plus aussi efficaces. Aussi Ok. affinés, en fait. Voilà, c'est ça. c'est exactement Tu ça. peux Ils plus arrivent. les affiner de... Voilà. Ouais. D'accord? Donc, Ouais, c'est je pour ça que comprends. je dis que c'est le chaos. Parce c'est pour ça qu'il y a des symptômes qui apparaissent, qui disparaissent, qui réapparaissent, qui disent, mais je pensais que c'était réglé. Puis, en fait, non. C'est pour ça. Donc, là,
comment, en fait, la différence vraiment, c'est on ne pallie pas cette période. On cherche surtout à soutenir l'adaptation du corps. D'accord. Donc, on l'aide à s'adapter à cette nouvelle situation qui dure sur des années. Il ne faut pas oublier, c'est quand les premiers symptômes de ménopause et la ménopause, il y a à peu près 8 ans. Ouais. Donc 8 à 10 ans. Donc en plus, on rajoute la post-ménopause, les petits réglages, etc. Ouais, 2 ans, environ 2 ans. 2 ans à peu près, on est Ouais. déjà à 12. Donc en gros, on est sur du 12-15 ans. Ouais. D'accord? Ouais. Donc c'est très lent comme adaptation. Donc, mais il faut tout le temps être en train de corriger. C'est un petit peu ça qui est un peu fatigant, je dirais. C'est qu'en fait, tant que c'est pas terminé, ben, il y a toujours des petites corrections à amener. Ouais. C'est ça qui est peut-être le plus pénible. Parce que des fois, on a juste envie d'appuyer sur le bouton off. Puis tu peux dire, ça y est, c'est terminé, voilà. Voilà, Tout est derrière moi, exactement. je vis mon deuxième printemps et on Voilà. n'en parle plus. Mais la problématique, c'est qu'en fait, les hormones œstrogènes et progestérone touchent tous les systèmes. Donc, on en a besoin. Système cardiovasculaire, système osseux, etc. Même les neurotransmetteurs sont en lien avec ces hormones. Donc, il vaut mieux ne pas que la diminution se fasse progressivement parce que sinon, c'est trop violent pour le corps. Et en plus, on a toutes les problématiques qui peuvent venir, système cardiovasculaire, osseux, avec l'ostéoporose, etc. Ouais. Donc en fait, les œstrogènes et progestérone ne sont pas que des hormones sexuelles, elles sont vraiment dans le corps entier. Elles ont une fonction. Elles sont en lien. Ouais, elles sont Elles sont en lien elles ont un avec rôle à jouer. l'insuline, avec le cortisol, etc. Avec à chaque fois une régulation et un rôle. Donc c'est pour ça que l'idée, c'est de pas de contrôler en fait. Comme j'aime à dire, on ne contrôle pas la nature, on l'accompagne. D'accord. Donc là, la déficience en fait de progestérone, pour faire simple, c'est une déficience, donc une diminution du yang, donc de l'énergie vitale, et qui fait partie en fait de la loi de la vie. Il y a une expression en espagnol qui dit justement, c'est loi de la vie. Genre, on ne pourra pas aller contre. Donc en fait, d'accepter qu'on peut pas faire, on peut plus faire un marathon ou bien une nuit blanche, hein. Ça c'est souvent ce que je dis, mais essayez de faire une nuit blanche à 50 ans. Ouais, en général, la plupart des femmes, enfin la plupart des gens n'essayent même pas, hommes ou femmes, hein. Donc, mais là, du coup, dire bon ben ok, moi je vais rentrer plus tôt parce que nuit blanche c'est pas possible. Ouais. Voilà, d'accepter qu'on ne peut plus faire de marathon ou en tout cas les performances qu'on avait quand on avait 20 ans. Bon, ok, ben là maintenant je vais marcher, etc., etc. Parce que en fait, ben, on s'adapte. C'est là et c'est vraiment, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi beaucoup dans ton e-learning, c'est vraiment écouter et observer son corps. Voilà. En fonction de... C'est ça, en fait. Mais oui, il y a ça. Et puis, c'est vrai que cette période, je trouve, de ménopause, l'adaptation, je trouve que le plus difficile, bon, alors, on a dit hein, d'adapter son alimentation, de donner moi je dis donner des vacances à votre système digestif en ajoutant les épices, etc. Je pense que le plus difficile, vraiment, en termes d'alimentation, c'est aussi de baisser les quantités. On voit bien que les personnes âgées, en fait, mangent beaucoup moins. Et ben, quand on a 50 ans, on est censé commencer à baisser nos quantités. Et là, c'est plus l'aspect psychologique dans l'assiette en disant, mais moi, si je mange que ça va pas aller. Ouais. Et là, naturellement, en fait, il faut qu'on... Et si on fait les essais, ben, en fait, on se rend compte que, ben oui, ça marche. Ouais. Et oui, au contraire, on a plus d'énergie. Parce qu'au lieu que le système digestif galère à digérer, ben, en fait, il a de l'énergie à disposition. Là, on a parlé de justement peut-être quantité alimentaire, mais on a une question qui est de Joël où on parle, là, elle demande quel complément alimentaire on peut prendre justement durant la préménopause, pour la suite en ménopause, pour la prévention de notre corps. Hein. Ça rejoint tout à fait ce que tu dis. Donc, elle donne l'exemple, par exemple, comment on fait pour anticiper les douleurs articulaires. Et puis, l'autre demande qu'elle a, c'est en ce qui concerne la détox du foie, vu qu'on n'a plus nos règles, est-ce qu'on continue cette détox du foie et combien de fois durant l'année? Donc là, oui. c'est intéressant d'avoir ton point de vue.
Et celui de la Alors, médecine traditionnelle chinoise, voilà. donc pour les compléments Mhm. alimentaires, donc bon, la première chose, ça, je pense que je le dis et je le répète, c'est que la ménopause, c'est pas une maladie, donc c'est une transition physiologique, donc ça s'accompagne. Donc, on va chercher déjà de manière naturelle dans l'alimentation à soutenir le yin, soutenir le yang, soutenir le sang, etc. Comme j'ai dit, avec certains aliments, etc. Donc, notre premier médicament, c'est C'est l'alimentation. l'alimentation. Ouais. Donc, ça, c'est le premier médicament. Après, moi, souvent, j'ai cette question qui revient parce que, ben, voilà, on entend, il y a le marché du complément alimentaire qui fonctionne très, très bien. Et donc, moi, j'ai créé en fait un document que je donne à mes patientes pour ça, c'est-à-dire où je leur explique, voilà, pour le complément alimentaire pour le cerveau, pour les articulations, par exemple, pour les articulations, ça va être un bouillon d'os. Ouais. Voilà. Donc, parce que on va amener du collagène via en fait un bouillon d'os. Donc, il y a vraiment cette manière, c'est déjà plus économique, en plus c'est plus digeste. Et puis, donc, on va amener aussi ben, le mouvement, euh, l'exercice physique. Donc, comme je disais, c'est-à-dire que le côté de penser d'abord, avant de penser au complément, on va pas penser d'abord à l'alimentation. Et donc, on va surtout aborder ces questions-là. Comme je disais, il y a la masse musculaire aussi, de renforcer, faire des exercices Mhm. au poids du corps, déjà. Un petit. Ah ouais. Donc, bon, maintenant, c'est la mode à la calisthénie, donc c'est-à-dire ces exercices au poids du corps, se soulever, etc., etc. Donc, c'est assez intéressant de faire. Et puis après, selon les besoins, en fait, on peut rajouter des nutriments. Comme la vitamine D, le magnésium, les oméga 3, etc. Et en fait, dans ce document que je donne à mes patientes, elles retrouvent en fait quels sont les dosages, comment ils doivent les prendre, etc. Parce que ces compléments alimentaires, ben, souvent, ben, on ne sait pas trop comment les prendre, ni à quoi ils servent Ouais. exactement. Et plutôt que d'avoir une pilulier avec des compléments, c'est de dire, bon voilà, je prends quelque chose pour le cerveau, je prends quelque chose pour les os. L'idée étant toujours de bien vieillir en santé. Ouais. Donc là aussi, hein, Joëlle, elle parlait de l'exemple par rapport aux douleurs articulaires, mais là, toi, tu parles aussi du cerveau. Donc, on peut agir quand on parle de rester en santé sur du long terme, hein, jusqu'à 120 ans en l'occurrence. C'est aussi pas seulement agir sur un système, mais c'est vraiment agir sur le tout. Exactement, mais là, on est vraiment sur les principes de prévention de la Oui, santé. oui, Et on est de nouveau en médecine occidentale, ils ont tout séparé, maintenant c'est la médecine anti-âge. Mais en fait, chez nous, c'est simplement comme en Ayurveda, c'est-à-dire qu'on voit bien dans les parcs en Chine, les personnes âgées qui font du Qigong. oui, En Inde, ils font du yoga, etc., pour leur santé en fait. ouais, Et c'est vraiment un état d'esprit de dire, bah, je fais ça pour être en santé. Et donc, les compléments alimentaires, moi, je les conseille souvent à partir de 60 ans ou plus, parce que là, évidemment, quand on réduit les quantités dans les assiettes, on ne retrouve plus les nutriments. ouais. Ou la même quantité de nutriments, en tout cas. Voilà, en tout Ouais, cas, ouais. mais par contre, c'est-à-dire que ces compléments alimentaires ne sont pas parce qu'on est une femme, c'est parce qu'on est en catégorie senior et qu'on veut avancer en âge en pleine santé. Parce que l'idée, c'est ce que véhicule la médecine anti-âge, c'est le côté de vieillir en santé sans déclencher un diabète de type 2, sans déclencher un Alzheimer, sans déclencher d'autres problématiques osseuses, etc., Ostéoporose, ouais, ostéoporose. exactement. Et c'est vrai que de pouvoir vivre à la maison de manière autonome jusqu'à 90 ou plus, euh, ben, ou même centenaire, hein, il y a des personnes qui sont centenaires et qui vivent de manière autonome à la Mhm. maison. Et ben, il y a des choses, il y a une partie génétique, mais il y a aussi un système de santé qu'ils ont mis en place sans le savoir. Ouais. Et là, juste pour répondre à la deuxième partie de question de Joël, elle pose la question de la détox du foie quand on n'a plus nos règles. Est-ce que là,
quelle est l'approche de la médecine traditionnelle chinoise par rapport à cette... C'est vrai qu'on dit, il faut qu'on fasse... généralement, on parle de détox du foie au printemps. Ça, moi, j'ai Oui. toujours... au moment où il y a toute on va dire, l'énergie qui remonte. Est-ce que c'est juste? Est-ce que j'ai faux? Est-ce que... Alors, c'est bien simple. La médecine, enfin la détox en médecine chinoise n'existe pas. Pas de détox du foie ou On, d'un quelconque autre... tu parles beaucoup du rein, des reins dans ton oui, e-learning, hein, qui est un point central. Là non plus, on ne parle pas de détox ou on parle pas de détox des organes de manière non. générale. D'accord. Non, parce que en médecine chinoise, on est toujours en train de rééquilibrer les organes tout au long de l'année. Alors effectivement, bon, alors déjà, effectivement, il y a 5 organes. Il y a 5 organes principaux en médecine chinoise. Mais en gynécologie, on parle surtout de 3, donc c'est pour ça que c'est ceux que j'ai mentionnés dans le e-learning. Mhm. Donc il y a le foie. Il y a le foie, les reins et la rate. Voilà. Mais il y a quand même aussi le cœur et les poumons, hein, mais c'est vrai qu'en gynécologie, ils sont moins utilisés. Mais l'idée, en fait, c'est qu'on va travailler sur ces organes-là en lien avec la saison. C'est-à-dire, effectivement, le foie et le printemps est la saison du foie. Mhm. Donc, on va travailler sur le foie au printemps. On va faire du qigong, on va avoir une alimentation qui va favoriser le foie. En été, actuellement, on est à la saison du cœur, donc c'est l'été. Donc là, on va changer, on va justement prendre des choses, faire des qigong, des yogas qui vont favoriser en fait le cœur. D'accord. Et ainsi de suite, comme ça toute l'année. Ce qui fait qu'en fait, on travaille toute l'année sur tous les organes. D'accord. Donc on a fait un reset complet de tous les organes sur l'année. Mais on n'a pas... la détox est vraiment une vision naturopathique. D'accord. Qui n'est pas... Qui n'appartient pas. à la médecine traditionnelle chinoise. Voilà. D'accord. On a une dernière thématique où là, on a des pathologies plus spécifiques qui ont été abordées au travers des questions. Alors, j'imagine que ces situations qui nous sont partagées, ben oui, elles nécessitent un suivi médical adapté. C'est pas l'idée de remplacer ce suivi médical avec ton point de vue ou tes conseils, mais on a Magali qui aimerait le point de vue complémentaire sur comment la médecine traditionnelle chinoise, elle peut accompagner le HPV, donc c'est le papillomavirus, et ses modifications cellulaires avant que cela ne dégénère en cancer. Et l'autre question, on va y revenir, ça concerne l'endométriose. Mais déjà par rapport à Magali et au HPV, en fait. Oui. Alors ben là, c'est bien simple. De nouveau, en fait, c'est que la médecine chinoise ne va pas dans les micro-détails. Elle va vraiment, elle ne traite pas un virus, elle traite un terrain. Ok. Donc en fait, on va traiter un terrain, une humidité, on va regarder les symptômes en fait qui accompagnent une problématique Mhm. et du coup traiter le terrain pour corriger. Donc c'est comme moi quand j'ai des femmes qui viennent avec des ovaires polykystiques ou qui me disent ah j'ai des polypes, comment on fait pour traiter? Ben, moi ma question ça veut dire c'est quoi les symptômes? Mhm. Donc dans les ovaires polykystiques souvent c'est un cycle ralenti. Ok, donc là on a quelque chose de concret. Dans les polypes au niveau des intestins par exemple, ben, si la digestion transit est normale, nous on ne va pas aller regarder. Mais par contre, c'est vrai que nos questions sont beaucoup plus poussées sur, par exemple, au niveau des règles, sur est-ce qu'il y a des caillots, la couleur, la Mhm. fréquence, l'odeur, etc. Donc, on a des questions qui sont très, très poussées pour bien comprendre est-ce que c'est OK ou si c'est pas OK. Et c'est à ce moment-là où si c'est pas ok, là tu peux te dire, bah là c'est une des causes qui provoque tel ou tel symptôme en fait. Exactement. Donc D'accord. là, c'est vraiment, de nouveau, on est toujours sur cette vision. C'est la même chose comme la détox. Nous, l'organe du foie n'a pas besoin de détox. Mhm. Si la digestion est efficace, le transit est régulier, etc., les règles sont régulières, ben, on s'énerve jamais, etc. Ouais. Il n'y a pas de problème. Ouais. Il y a pas de signe de foie. Là, c'est pareil. S'il n'y a pas de signe particulier au niveau des règles, Mhm. ben, on ne va pas aller regarder
aller réguler quelque chose qu'on ne voit pas en fait. D'accord. Et là, c'est la même chose alors pour le papillomavirus, en fait. Si quelqu'un vient de consulter par rapport à ça, tu vas déjà repartir du terrain. Exactement. Donc on va souvent il y a des signes qui n'ont pas été vus, comme je disais, bah, par exemple une digestion qui est faible ou Mhm. un des terrains, par exemple, ça va être l'humidité, parce que ça veut dire que le virus, il se développe sur ce terrain-là. Ouais, Donc, pour nous, on va aller regarder le terrain et pourquoi ce terrain, si on parle d'humidité, pourquoi il y a de l'humidité. Souvent, ben voilà, on va corriger. ouais, Donc, c'est comme les mycoses ou comme ça, ça veut dire que s'il y a une mycose à répétition, c'est qu'il y a un terrain qui est présent, qui favorise, qui ouais, permet le développement. ouais, Mais ça veut dire qu'on doit corriger ce terrain et du coup, ça disparaît. ouais, je comprends. On a parlé tout à l'heure, tu l'as abordé, hein, la situation de l'endométriose. Là, c'est Lilou qui nous partage son interrogation et sa situation, puisqu'on vient de lui diagnostiquer de l'endométriose. Mais elle précise que ce n'est pas de l'endométriose classique où tu as des cellules qui migrent toutes seules en dehors de l'utérus, mais c'est la césarienne qui les a déplacées. Du coup, elle a maintenant mal avant et après ses règles. Mais là, ça va être la même chose. En fait, ce qui nous va nous intéresser, c'est pas comment est-ce que ces cellules sont arrivées là, c'est qu'est-ce qui entretient la douleur. Ouais, Donc, c'est vraiment parce que d'ailleurs, il y a une grande phrase qui dit que l'obstruction égale la douleur. Donc, en fait, c'est quelque chose qui la douleur apparaît parce qu'il y a une problématique. donc là, tu disais tout à l'heure, hein, je te coupe, mais quand on a parlé justement des règles douloureuses, tu as abordé brièvement le cas de l'endométriose en disant en médecine traditionnelle chinoise, en fait, l'endométriose, c'est d'abord des règles douloureuses, mais très très fortes en fait. Exactement. Un symptôme qui s'est, comment dire, exacerbé complètement. C'est ça. Exactement. Donc en fait, nous, ça va être notre objectif, ça va être d'améliorer la circulation locale, diminuer l'inflammation du terrain Ouais. et de corriger en fait ce terrain. Et j'ai effectivement des cas, des patientes que j'ai traitées d'endométriose dont la CRP, c'est-à-dire le niveau d'inflammation, hein, Oui. est descendu à 0, on a les foyers qui ont disparu, etc. J'ai des femmes, et c'est là où en fait où ça intervient, c'est-à-dire que là, quand je collabore avec des gynécologues, et Mhm. notamment certains gynécologues du centre d'endométriose de Lausanne, par exemple, ou Ouais. comme ça, qui voient bien, qui constatent bien en fait l'effet, les douleurs qui diminuent ou une souplesse des organes qui apparaît, etc., enfin, qui reviennent. Et donc, ils voient bien, ils constatent bien en fait, et souvent, ils encouragent la patiente à continuer en disant, mais continuez sur cette voie-là parce que on voit que ça fonctionne. Parce que j'allais dire au niveau de la gynécologie classique, hein, la solution à l'endométriose, elle est comment? En fait, ils apportent quoi? C'est une Il n'y en a solution pas. Il y en a pas. Concrètement, il n'y en a pas. La seule solution qui peuvent apporter dans certains cas, c'est des opérations, Ouais. donc des retraits. Et donc moi, selon les situations, effectivement, des fois, je vais dire, ben oui, c'est une bonne solution d'opérer, mais pour soulager momentanément, mais il Mhm. faut quand même travailler sur le terrain parce Ouais. que l'opération ne permet pas, en fait, de soulager Sur la durée, en sur la fait. durée. Euh, Avec de nouveau un risque que ça revienne, parce que là si vraiment tu conseilles cette intervention, c'est vraiment qu'on est dans un cas aigu, j'imagine. Et puis après, toi, tu vas de nouveau reprendre toute la situation pour retravailler sur le terrain et oui, éviter que le symptôme s'enflamme à nouveau de cette manière, en fait. oui, et puis dans certains cas, c'est la solution rapide. Ouais, Parce qu'effectivement, c'est des traitements qui sont longs, qui ouais. sont onéreux, parce qu'avec le système de santé qu'on a, ben, c'est pas forcément pris en charge. Donc, Ça, c'est une autre discussion c'est une qu'on autre pourra avoir, discussion. Rachel. C'est vrai, Mais c'est c'est vrai vrai, que c'est vrai. c'est un petit peu, c'est ça qui est assez scandaleux, j'ai envie de dire, c'est que même quand on a des médecins qui confirment, qui Qui voient, appuient et qui qui appuient, soutiennent, en fait, il y a pas, donc c'est vrai que il y a cette problématique-là par-dessus, Ouais, j'ai envie de d'accord. dire. Mais c'est vrai que, notamment, par exemple, les antidouleurs
parce que ces femmes qui souffrent d'endométriose, moi j'ai une de mes patientes qui me dit, quand la première fois je lui demande quel est le niveau de douleur, elle me dit ben, c'est bien simple, j'attends la mort pendant 3 jours. Ah, Donc c'était ça sa description de la ouais, douleur. ouais, ouais, ouais. Donc quand on vous dit ça, on comprend en fait à quel point c'est difficile, Ouais. c'est Et invivable. ingérable, quoi. C'est Et invivable. ingérable. Ouais. Et en fait, souvent, ces femmes qui ont de l'endométriose ont des véritables cocktails antidouleurs qui ne fonctionnent pas. Et l'avantage, c'est que nous, avec la phytothérapie, on peut augmenter les doses, on peut modifier et il y a une réponse. Mhm. C'est-à-dire que les douleurs disparaissent, diminuent, etc. Et en fait, elles sont autonomes, c'est-à-dire qu'il y a certaines patientes où je leur dis, bah, écoutez, vous pouvez monter le dosage, elles montent sur une prise, et puis pour le premier jour, par Ouais. exemple, puis le lendemain, elles redescendent à leur Mhm. prise normale. C'est de nouveau, en fait, répondre à la situation que vit notre corps et l'écouter avec bienveillance, en fait. On est Exactement. vraiment là. Écoute, Rachel, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions. Je te remercie beaucoup pour la clarté que tu nous as apportée dans ces préoccupations qui nous ont été partagées. Au fil de cet échange, on a abordé vraiment des sujets importants, hein, la variation du cycle, les douleurs, les règles abondantes. Mais évidemment, là, dans un podcast, on ne peut pas tout approfondir. Tu nous as ouvert grand les portes sur plusieurs sujets. Tu nous as donné des pistes. Et je l'ai dit tout à l'heure, en fait, en entrée, hein, je dis, on ne pourra pas tout aborder, mais tu as créé pour notre école, en fait, une formation en e-learning, justement, sur la santé féminine selon la médecine traditionnelle chinoise. On en a aussi parlé durant le podcast, donc on va pas de nouveau s'étendre, mais en quelques mots, si tu devais reparler, en fait, si tu voulais nous représenter l'e-learning, comment tu l'as imaginé? C'est quoi l'idée, en fait? Alors pour moi, l'idée était assez simple, c'est-à-dire c'est que de transmettre les notions importantes à connaître pour soulager et comprendre le métabolisme de la femme qui est très particulier. Comme je disais, alors, s'il y a une spécialité en médecine chinoise, C'est celle-ci, c'est c'est une des deux. une des deux, Exact. c'est-à-dire qu'il y a quand même une vision particulière. Et, et ça reprend un des chapitres que j'ai donné dans l'e-learning, c'est que la femme est basée sur le sang et l'homme sur le qi. Donc automatiquement, donc sur l'énergie. Donc quand on est basé sur le sang, on ne peut pas donner des traitements pour quelqu'un qui est basé sur l'énergie. Et inversement, quelqu'un qui est basé sur l'énergie, on ne peut pas lui donner des traitements qui est basé sur le sang. Donc c'est vraiment ce métabolisme, ces notions de base avec ces déséquilibres principaux, des grandes clés principaux comme on en a discuté, Oui. parce qu'évidemment, en quelques heures, c'est difficile de transmettre plus de 6 ans de formation. Mais l'idée pour moi, c'était vraiment que d'avoir ces notions, cette compréhension générale et d'avoir les premières clés de solution. Ah, magnifique. Concrètement, cet e-learning, il comprend 6 vidéos. C'est quand même plus de 5 heures de formation. Il y a un support de cours qui est richement documenté. Et puis, il y a des bonus, dont une formation complémentaire intitulée Le cycle. Facile. Je vous remets le lien de présentation de cet e-learning dans la bio. Vous avez également un code spécial qui est le code YIN et qui vous permet ainsi de bénéficier d'un rabais de 20 € à l'achat de cet e-learning. Il est valable jusqu'à lundi 29 juin 2026 à minuit. Voilà, on arrive au terme. Rachel, je te remercie infiniment pour ton éclairage, pour cet échange. Moi, j'adore créer en fait ces épisodes de podcast parce qu'à chaque fois, j'ai la chance en fait d'accueillir quelqu'un qui vient nous expliquer de manière très simple un sujet à chaque fois passionnant. Donc, je te remercie beaucoup parce que j'ai beaucoup appris sur ma vie de femme aussi. Et je pense que mon mari va apprendre beaucoup de choses aussi sur ces fonctions, sur ces étapes qu'on vit. J'espère vous retrouver toutes et tous prochainement pour un nouvel épisode. Portez-vous bien et à bientôt.